Dans cette vidéo, nous allons analyser à quoi correspond le diagramme de Bode d'une paire de pôles complexes conjugués. Donc il s'agit dans ce cas-là d'un facteur d'amortissement supérieur à 0 mais plus petit que 1 parce que sinon vous allez avoir deux pôles purement réels. Cette fonction de transfert est aussi importante puisque vous avez souvent des fonctions de transfert de second ordre classiques qui sont représentées exactement par cette fonction de transfert à un gain près. Donc vous avez un cas en plus de différent, mais sinon l'analyse se rapproche beaucoup. Donc dans ce cas-là, si on remplace P par I oméga, on aboutit à cette fonction où à un moment donné on aura un I au carré qui va devenir moins 1, donc ça correspond à ce terme-là. Si on calcule le module et le déphasage de cette fonction, on obtiendra ces formules. Donc pour le module, on aura un module de 1 qui reste toujours 1, divisé par module de cette fonction complexe, avec partie réelle égale à ceci, et partie imaginaire égale à oméga multiplié par 2xi sur oméga n. Donc on aura racine de la partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Lorsqu'on passe dans le domaine décibels, en échelle logarithmique, donc on aura logarithme de 1 qui est égal à 0, moins le logarithme de cette racine, donc ce qui vous donne cette fonction-là. Donc le tracé de gain en décibels sera égal à cette fonction. Pour l'argument, on aura donc argument ou arctangente de 1 qui est égal à 0, moins arctangente de cette fonction, où la partie imaginaire sera égale à 2xi oméga sur oméga n, et la partie réelle sera égale à 1 moins oméga au carré divisé par oméga n au carré. Donc on aura cette expression. Maintenant, avec cette arctangente, il va falloir faire attention parce que on aura un phénomène qui peut, si on ne fait pas attention, peut nous tromper un petit peu sur la valeur du déphasage. En fait, analysons de plus près cette arctangente et cette expression. Donc ici, vous avez, je vais juste écrire que cette fonction-là, bon, à quelque chose près avec le moins que vous avez ici en face, donc cette fonction-là aura partie imaginaire qui est égale, donc je vais écrire que votre fonction f fonction complexe de oméga aura une partie réelle qui est égale à 1 moins oméga divisé par oméga n le tout au carré. Donc ça c'est la partie réelle. Et plus 2 xi multiplié par oméga divisé par oméga n multiplié par i. Et donc ça, c'est la partie imaginaire. Donc là-dedans, si on raisonne si on fait augmenter oméga de 0 à 1, si on essaie de l'augmenter. Donc en fait, pour oméga égale à 0, on verra que la partie imaginaire sera égale à 0 et la partie réelle sera égale à 1 puisque vous allez avoir 0 divisé par un nombre, par oméga n, qui sera égal à 0. Donc si on imagine que ici sur la partie réelle vaut 1, pour une fréquence nulle, votre point de départ sera égal à ceci. Et donc, lorsque oméga augmente, la partie imaginaire augmente, tandis que la partie réelle va commencer petit à petit à diminuer. Pour un oméga, donc ce point-là va correspondre à oméga égale à 0. Par exemple, pour un oméga égale exactement à oméga n, qu'est-ce qu'on aura? La partie réelle sera égale à oméga n divisé par oméga n qui est égal à 1. 1 moins 1 sera égal à 0. Donc pour la fonction pour un oméga égale à oméga n, la partie réelle sera nulle et la partie imaginaire sera égale à 2xi. Donc on peut mettre par exemple un point ici qui va correspondre à oméga égale à oméga n, où la partie réelle vaut 0 et la partie imaginaire vaut 2 multiplié par xi. Et donc, en fait, entre
pour des oméga compris entre 0 et oméga n, vous allez avoir des points qui se situent un peu par là. Et maintenant, lorsque oméga va tendre vers l'infini, si on analyse un peu, on va voir que le terme imaginaire va tendre vers l'infini et le terme réel va tendre vers moins infini, puisqu'à un moment donné, ce 1 va devenir beaucoup plus petit face à ce terme-là, et comme ce terme-là est négatif, donc vous allez avoir ici moins infini. Mais ce qu'il faut observer, c'est que la partie réelle tend vers l'infini beaucoup plus rapidement que la partie imaginaire, puisque ici vous avez la partie réelle qui est au carré. Et donc vos points ici, lorsque oméga tend vers l'infini, vont aller beaucoup plus rapidement vers moins infini sur la partie réelle que vers infini sur la partie imaginaire. Et donc si pour un oméga égale à infini, je trace un point qui est très loin ici, je le connecte à mon origine. Si par exemple je trace ce point-là, donc le déphasage sera égal à celui-là. Si je trace un autre segment entre un autre point qui est plus à gauche, le déphasage sera un peu plus grand. Et donc il faut imaginer que lorsque oméga sera égal à infini, dans ce cas-là, l'angle entre le segment qui relie le point à l'origine et l'axe réel sera exactement égal à 180. Et donc, si on revient dans cette formule avec moins en face, vous allez avoir moins 180. D'accord? Donc, lorsque oméga tend vers l'infini, on voit bien que de cette analyse, le déphasage est égal à moins 180. Cependant, si vous utilisez la formule de l'arc tangente, vous allez voir que cet arc tangente est en fait borné normalement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez le tracé de la tangente qui est défini entre pi sur 2 et moins pi sur 2, l'arc tangente c'est un petit peu cette fonction couchée si vous voulez, mais comme elle est périodique, en fait on ne sait plus sur quelle période est-ce qu'on se retrouve. Parce qu'en fait, on aura par exemple un y, en fait on ne sait pas, est-ce qu'il faut qu'on regarde cette courbe-là pour déterminer quel est l'angle, ou est-ce qu'il faut regarder sur cette courbe-là pour regarder quel est l'angle, pardon, ou sur cette courbe-là, par exemple, pour regarder quel est l'angle. Donc en fait, on ne sait pas exactement, et on voit d'ailleurs aussi que ici, notre angle, notre argument devrait passer de 0, donc de 0 degré, à moins 180 ou à moins pi. Or ici, la tangente, l'expression de la tangente s'arrête à moins pi sur 2. Donc en fait, pour nous, il va falloir qu'on regarde sur cette courbe-là, mais aussi sur cette courbe-là. Et si on regarde, si on utilise uniquement la formule de l'arc tangente, on va se balader uniquement sur ce segment. Donc il va falloir savoir à quel moment est-ce il va falloir prendre uniquement cette fonction et quand est-ce qu'il va falloir rajouter un moins pi sur 2 à cette fonction et ne pas retomber sur le début. En fait, il va falloir rajouter un moins pi et non pas moins pi sur 2. Et ceci, le passage, va apparaître en fait lorsque oméga, donc lorsque oméga égale à oméga n, ou lorsque oméga devient plus grand que oméga n, il va falloir rajouter au résultat de cette courbe, il va falloir rajouter moins pi. Parce que sinon, vous allez vous tromper, vous allez retomber par exemple sur ce nombre-là, alors qu'il va falloir, en réalité, il aurait fallu prendre ce nombre-là. Donc, si on revient maintenant sur nos deux expressions, sur nos deux courbes, si on les trace maintenant sur le diagramme de Bode, ceci donne pour un certain jeu de paramètres de xi et de oméga n, on obtient un tracé qui correspond à ces deux courbes-là. Donc ici, de nouveau, on voit que vous avez un tracé qui peut être approximé, qui peut être approché par des asymptotes. Et on va regarder
à quoi correspondent ces asymptotes? En fait, pour des pulsations beaucoup plus petites que oméga n, donc si on revient dans cette expression, et si on se dit que oméga est beaucoup plus petit que oméga n, en fait, sur la partie réelle ici, vous allez avoir 1, tout simplement, puisque cette partie sera égale à 0. Donc 1 ici, et là-dedans, vous allez avoir 0, puisque si oméga est beaucoup plus petit que oméga n, cette partie deviendra 0. Et donc racine de 1 sera logarithme de racine de 1 sera égal à 0. C'est pour ça l'asymptote basse fréquence, lorsque la pulsation est beaucoup plus petite que la pulsation naturelle, beaucoup plus petite que oméga n, l'asymptote sera égal à 0 décibels. Que se passe-t-il lorsque oméga est beaucoup plus grand que oméga n? Donc on va revenir dans cette relation, dans cette expression. Et donc là-dedans, on aura, lorsque oméga est beaucoup plus grand que oméga n, ce terme sera beaucoup plus grand devant 1, donc 1 peut être négligé. Et donc on aura oméga divisé par oméga n carré, le tout au carré, ce qui va nous faire oméga sur oméga n à la puissance 4. Plus un autre terme qui est proportionnel à oméga sur oméga n à la puissance 2. Et donc lorsque oméga tend vers l'infini, vous allez avoir un terme à la puissance 4, donc infini à la puissance 4, plus infini à la puissance 2. Donc ce qu'il faut retenir d'ici, c'est que ce terme au carré, qui tend vers l'infini, il va être beaucoup plus petit que ce terme-là, qui est à la puissance 4. Donc on pourra négliger ce terme par rapport à celui-là. Et donc il vous reste racine de oméga divisé par oméga n à la puissance 4. Donc la racine avec un 2 va sauter. Et ce qui nous restera sera moins 20 logarithme en base de 10 de oméga sur oméga n au carré. Mais le logarithme d'une variable au carré, la puissance de ce qui est sous le logarithme, va ressortir en face du logarithme. Donc ce serait un coefficient multiplicateur. Et donc ça va vous faire ici de moins 2 multiplié par 20, logarithme en base de 10 de oméga sur oméga n. Donc c'est pour ça que ce qui vous reste, c'est uniquement cette partie, donc moins 40, logarithme en base de 10 sur oméga n. Et donc si on fait varier oméga d'une décade, par exemple entre 1 et 10, entre 10 et 100, vous allez voir que votre gain va changer de 40 décibels cette fois-ci. Donc le tracé asymptotique sera le suivant. Pour des fréquences plus faibles que oméga n ou pour les basses fréquences, l'asymptote aura une pente de 0 décibels par décade. Et pour les fréquences plus grandes que la pulsation naturelle ou pour les autres fréquences, la pente sera de moins 40 décibels par décade, puisque on le voit bien, dans une décade, le gain va perdre 40 décibels. Et ça sera le cas pour chaque décade, peu importe la plage des fréquences. On peut le voir aussi de la même façon pour la partie phase, que en basse fréquence, on commence à 0 radians par seconde, à 0 degré, et en haute fréquence, on tend vers moins 180, un petit peu comme nous l'avons vu tout à l'heure sur ce diagramme, que notre phase va passer de 0 à moins 180 degrés. Maintenant, analysons ce qui se passe à la fréquence, donc ce qui se passe avec le gain, avec la valeur du gain, exactement à la fréquence égale à oméga n. Donc si on prend oméga égale à oméga n et on remplace dans la fonction du gain, on aura ici 1 moins 1 qui sera égal à 0, donc ce terme disparaît. Et ici, oméga va se simplifier avec oméga n. Et donc ce qui nous reste, c'est racine carrée de xi au carré. Donc la racine va sauter avec le carré. Et donc ce qui nous reste sera égal à moins 20 logarithme en base de 10 de 2xi. Donc pour oméga égale à oméga n, on aura cette expression. Maintenant, il faut imaginer que pour des facteurs d'amortissement qui sont par exemple très faibles, rappelez-vous que dans ce cas-là, xi est compris entre 0 et 1. Donc par exemple, un xi de 0,1, vous allez avoir
à calculer le logarithme de 2 multiplié par 0,1, donc de 0,2, et le logarithme d'un nombre sous-unitaire est négatif. Et donc, ce résultat négatif multiplié avec le moins 20 d'en face, ça va vous donner un nombre positif et non nul. Et donc, ceci implique que le gain pour des xi faibles, par exemple, le gain à la fréquence oméga égale exactement à oméga n sera plus grand que 0. Ce qui voudrait dire que votre courbe de gain en basse fréquence, lorsque oméga est très petit, sera égal à 0, mais lorsque la fréquence s'approche de la fréquence naturelle, de la pulsation naturelle, votre courbe de gain va devoir augmenter un petit peu pour ensuite redescendre et recoller sur l'asymptote basse fréquence. Donc, ce qui vous indique que dans ce cas-là, vous allez certainement avoir ce qu'on appelle une résonance où le gain va augmenter pour une plage étroite de fréquence. Et bien, en fait, on va essayer de voir quand est-ce qu'elle apparaît cette résonance et comment est-ce qu'on peut déterminer la fréquence de résonance. Et pour ce faire, l'approche est en fait de calculer la dérivée de l'expression et de regarder quand est-ce que cette dérivée va s'annuler, parce qu'en fait, cela voudrait dire que vous allez avoir une convexité où la dérivée sera égale à 0. Donc, si on vient calculer la dérivée de cette fonction par rapport à la pulsation, par rapport à oméga, et on égalise cette dérivée à 0 et on cherche la solution de oméga, vous allez trouver deux choses. Première chose, c'est qu'il existe une solution réelle uniquement si xi est plus petit que racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est première chose. Sinon, si xi est plus grand, la solution est complexe et donc ça n'a pas de sens dans notre cas. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que si il existe une bosse vers le haut uniquement lorsque xi est plus faible que racine de 2 sur 2, dans ce cas-là, on peut dire qu'on aura de la résonance uniquement lorsque le facteur d'amortissement est plus faible que racine de 2 sur 2. En fait, racine de 2 sur 2 est approximativement égale à 0,7. Et dans ce cas-là, lorsque le facteur d'amortissement est inférieur à 0,7, la solution trouvée, ou la fréquence de résonance, la pulsation de résonance, est égale à cette expression, donc oméga n, multiplié par racine de 1 moins 2 xi au carré. Donc ça serait l'expression de la fréquence de résonance pour le cas d'un pôle complexe conjugué, ou de deux pôles complexes conjugués, ou d'un système de second ordre sous-amorti. Maintenant, lorsque vous avez de la résonance, il est important de regarder aussi le facteur de résonance. Et le facteur de résonance, pour rappel, est défini comme étant le ratio entre le gain maximum et le gain en basse fréquence. Alors le gain maximum, ça sera la valeur du gain à la fréquence de résonance, et le gain en basse fréquence sera égal, dans notre cas, à 0. Donc pour calculer le gain maximum, ce qu'il faut faire, c'est de remplacer l'expression de la fréquence de résonance dans l'expression du gain ici. Donc si on remplace oméga par l'expression de la fréquence de résonance, on trouve en fait que l'expression du gain maximum sera égale à 1 divisé par 2 xi sur racine de 1 moins xi au carré. Et donc, comme le gain en basse fréquence en décimale est égal à 1, donc en décibels il est égal à 0, mais en décimale il est égal à 1, dans ce cas-là, le ratio ou le facteur de qualité qui est le gain max divisé par le gain en basse fréquence sera égal exactement à cette quantité-là. Et si vous passez maintenant le facteur de qualité en décibels, si vous le représentez en décibels, ça sera égal au logarithme de ce ratio, donc logarithme de 1 qui vaut 0, moins logarithme de cette expression-là. Donc le facteur de qualité, dans ce cas-là, sera égal au gain maximum en décibels, qui est égal à cette expression. Donc on récapitule.
il existe de la résonance uniquement lorsque le facteur d'amortissement est inférieur à 0,7 et le facteur de qualité, dans ce cas-là, est calculé par cette expression si on veut représenter le facteur de qualité en échelle décimale, ou il est égal à cette expression-là si on souhaite le représenter en échelle décibel. Restons un peu aussi sur ce facteur de qualité et analysons-le. On voit déjà qu'il dépend uniquement du facteur d'amortissement. Il ne dépend pas de la fréquence de résonance, il ne dépend pas de la pulsation naturelle, mais uniquement du facteur de qualité. Et donc on peut voir que plus xi est faible, plus ce facteur de qualité sera important. Ou autrement dit, la résonance sera d'autant plus prononcée que le facteur d'amortissement sera faible. Donc, si vous avez par exemple facteur d'amortissement égal à 0, le facteur de résonance sera infini. Théoriquement, il sera égal à infini. Et dans ce cas-là, si la résonance est plus prononcée lorsque xi est plus faible, donc si on regarde maintenant à quoi correspondrait ou comment est-ce qu'on pourrait approximer la fréquence de résonance, lorsque xi est faible, ce terme-là devient négligeable puisque quelque chose faible, très faible au carré devient encore plus faible et donc ce terme pourrait être négligé et dans ce cas-là, la fréquence de résonance se rapproche de la pulsation naturelle. Et c'est la raison pour laquelle on approxime dans la pratique on dit que la fréquence de résonance est approximativement la fréquence naturelle ou la pulsation naturelle. Donc on pourrait dire que s'il y a résonance et cette résonance est importante, la fréquence de résonance est exactement ou approximativement égale à la pulsation naturelle. Voilà donc quel est le lien entre les critères de performance fréquentielle et les paramètres canoniques, donc xi et oméga n, pour des systèmes de second ordre sous-amortis. Et ici, je vais juste reprendre et faire un petit récapitulatif de l'impact du facteur d'amortissement sur le tracé de Bode. Donc ce que vous avez ici, vous avez 5 tracés de Bode pour différentes valeurs de xi. Donc je vais les mettre ici. En bleu, là où vous avez de la résonance, ça correspond à un tracé de Bode avec un facteur d'amortissement de 0,1. Le tracé noir correspond à un xi plus élevé, mais toujours en dessous de 0,7. Et le tracé marron que vous avez là correspond à un xi égal exactement à 0,7. Donc c'est en fait la limite à partir de laquelle nous n'aurons plus de résonance dans le diagramme de Bode. La courbe rouge correspond à un xi unitaire. Donc c'est la limite critiquement d'un système critiquement amorti. Et la courbe bleue, mais celle qui est en dessous, elle correspond à un facteur d'amortissement supérieur à 1. Alors on voit en fait que ici vous avez plutôt deux cassures distinctes et c'est normal puisque pour un facteur d'amortissement supérieur à 1 vous avez en fait deux pôles purement réels et donc vous avez tout simplement deux cassures distinctes qui correspondent à 1 sur la première constante de temps et 1 sur la seconde constante de temps. Et donc ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que la fréquence de cassure pour des pôles complexes conjugués est égale exactement à oméga n. Au niveau de la phase, on voit que plus le facteur d'amortissement se rapproche de 0, plus la transition entre l'asymptote basse fréquence et l'asymptote haute fréquence sera abrupte. Donc à la limite, pour un xi égal à 0, cette transition est très abrupte, comme si c'était le cas asymptotique. Voilà donc comment est-ce qu'on peut tracer, à quoi correspond le tracé de Bode pour une paire de pôles complexes conjugués et comment est-ce qu'on peut relier les critères de performance fréquentielle aux paramètres canoniques d'une fonction de transfert de second ordre.